Qu'est-ce que tu as envie de dévoiler sur toi déjà, premièrement? Ouais. Et ton itinéraire de ces 6 mois là quand même, Ok. c'est un sacré parcours ça. Bah ouais, ça s'est passé très très vite. J'ai l'impression que je suis partie à 3 semaines et en même temps, j'ai l'impression que je suis partie depuis toujours et que j'ai plus trop envie de retourner dans ma vie d'avant. C'est quoi ta vie d'avant? Ma vie d'avant, j'étais dans le milieu de l'agriculture urbaine en région parisienne. Et c'est un domaine qui me plaît énormément. Il y a pas de... Moi, j'ai pas quitté ce métier par dégoût ou quoi. C'est surtout la ville en fait et l'oppression des tons et de la surpopulation urbaine, la surstimulation de bruit aussi, de scooters, de klaxons dans tous les sens. Ça commençait à m'agresser. L'envie de prendre un chien aussi que je voulais pas je voulais pas lui faire subir le milieu urbain et du coup j'ai réfléchi à comment je pouvais transposer mes compétences que j'ai déjà parce que je suis ingénieure agro donc dans un milieu moins urbain et en même temps en gardant du contact avec les gens parce que c'est ça qui m'anime aussi, c'est d'être en lien avec du monde. Donc j'avais pas envie d'aller élever des chèvres toute seule avec mes chiens, mais plutôt de créer du lien et trouver des endroits de convivialité en milieu plus rural. Et donc comme je savais pas trop par où prendre le projet, j'avais pas envie de faire une grosse formation longue, retourner à l'école, etc. Du coup, je me suis dit, je vais aller voir ce qui existe déjà, pour voir déjà si peut-être je fantasme complètement ce milieu et voilà, et est-ce que ça me convient. Et donc je me suis créé un parcours un peu comme un petit compagnonnage où je fais des immersions courtes dans des lieux alternatifs au sens très très large. Donc en fait je cherche des lieux qui ont plusieurs buts. Et un peu comme un des principes de la permaculture que j'aime beaucoup, qui est une action, plusieurs effets. Un lieu, par exemple un café, je m'intéresse à en quoi ce café, il est aussi à la moitié un centre social parce que voilà, il s'y passe beaucoup de choses, du lien, de l'entraide, etc. Et en même temps, j'ai envie de garder la touche écologie, transition qui m'anime, quoi. Donc voilà, des tiers-lieux, des écolieux, des résidences d'artistes qui ont une fibre autour de la nature, etc. Donc j'ai fait une sélection. C'était quoi, tes critères de sélection finalement c'était très large. Très large, ouais. Genre le mot alternatif représente bien cette large. C'est vraiment fourre-tout, un mot valise. Mais en fait, j'ai fait une liste très très grande que j'ai triée énormément déjà en faisant des lectures de sites internet parce que en fait je trouve déjà sur le site internet des lieux ou le blog ou le Facebook ou quoi, tu te fais déjà vite une idée de l'ambiance quoi. Et je suis tombée sur des sites internet qui disaient par exemple lieu ouvert à tous et 2 lignes plus loin un espèce de code hyper dogmatique que tu devais respecter pour venir sur place. Ouais. Et donc là, pour le coup, je me suis dit, ça, clairement, je me sens pas en cohérence avec ça, avec cette vision de ouvert à tous, mais sous condition. Ouais. Donc voilà, moi j'ai venez pas comme vous êtes. Ouais, c'est ça. Donc j'ai plutôt cherché des lieux qui ont une âme d'accueil. Ok. Où leur but c'est de réunir des gens autour d'un sujet vertueux, qui peut être plus ou moins sur l'échelle du social ou de l'écologique, plus ou moins à droite ou à gauche, mais voilà. Et du coup, ça m'a fait une liste encore très très longue. Et après, j'ai dû faire des choix aussi un peu géographiques.
pour me faire un parcours un peu optimisé en termes de kilomètres. Ouais, je vois. Parce que du coup, j'ai acheté un camping-car. Donc je pollue malheureusement avec du diesel pour faire ce compagnonnage. Mais du coup, je voulais optimiser tous mes trajets, essayer de voir le maximum d'initiatives locales à chaque fois que je m'arrête quelque part. Et donc là, sur 6 mois, je suis à 26 ou 28 lieux visités. Ouais. J'ai compté, ça fait à peu près 200 personnes rencontrées. Donc c'est assez énorme, c'est rare dans une vie, je pense, où tu passes une année où tu rencontres plus de 200 personnes. Bah, surtout dans les vies sédentaires, quoi. Oui, en plus, ouais. Voilà, donc c'est hyper intense et j'apprends énormément et j'ai envie de documenter tout ça, mais pour l'instant je suis encore en phase d'absorption. Ouais, parce que autant de lieux d'un coup, Ouais. en fait, finalement, tu peux pas retranscrire posément, vu que tu passes d'un lieu à l'autre Ouais. sans faire de pause entre les deux, quoi. Enfin, c'est hyper dur de décanter vraiment en fait ce que j'apprends. Pour l'instant, je juge pas en fait, j'apprends. Tu accueilles toi-même les J'accueille, lieux dans ton cœur. j'absorbe. Je rencontre plein de gens, je prends leur parcours, leur retour d'expérience sur des choses qui ont marché, qui n'ont pas marché. C'est ça aussi qui est hyper précieux, c'est que même sur des courtes durées, dans des lieux comme ça, je trouve que le partage, il est tellement, ça fait tellement partie de l'ADN des gens que en très peu de temps, tu peux vite aller dans des discussions hyper intéressantes, hyper deep. Et par exemple, des gens qui m'ont expliqué qu'ils avaient essayé de monter un projet d'écolieu ou de modèle alternatif, quel qu'il soit, qui n'a pas fonctionné. Bah, c'est hyper riche parce que du coup, ce retour d'expérience-là, moi qui voudrais me lancer un jour dans l'aventure, Partager ses erreurs, ça permet d'apprendre, quoi. C'est hyper précieux. Et du coup, c'est quoi en général qui marche pas? Souvent c'est le problème du facteur humain. Le putain de facteur humain, c'est ça. C'est qu'il y a des gens qui s'entendent pas, qui ont des visions de ce qui est bien, ce qui est mal. Et et voilà, et on n'a pas tous le même curseur et la capacité à accueillir le curseur des autres. Ouais. Donc c'est un gros sujet et ça m'apprend surtout moi à bien réfléchir avec qui j'ai envie de me lancer dans cette aventure. Et justement, ça me questionne aussi sur le fait de potentiellement le faire toute seule dans un premier temps et ensuite de pouvoir accueillir et greffer d'autres énergies sur un projet préexistant que j'aurais pu monter tranquillement dans mon coin. Voilà, donc c'est pas très collectif comme réflexion, mais je pense que c'est aussi une façon peut-être plus saine de pouvoir accueillir du collectif après coup, quoi. Ok. Parce que du coup, les retours que j'ai me font presque un peu peur, quoi. Ouais, c'est toujours cette histoire d'humain, quoi. Ouais. Ok. Parce que c'est vrai qu'un jardin, ça peut se gérer sans trop de problèmes, le solaire, l'énergie et tout. Mais même un jardin, c'est un gros sujet. Hein. Ah ouais? Même Oula. Attention. Un jardin partagé dans une ville urbaine, il y a toujours Michel et Micheline qui sont pas d'accord parce que ils n'ont pas appris de la même manière, parce que... Non, mais du coup, ça revient au même, finalement. On est toujours sur du facteur humain, quoi. Ouais, voilà. Ok. Et quelle que soit la proportion, quelle que soit l'ampleur du projet, quoi. Ok. Et ça, moi, je l'ai beaucoup vu en agriculture urbaine, donc en plus, voilà, je suis déjà formée à ça, probablement. Ok. Ah ouais, j'avoue que moi aussi, dans les lieux que j'ai côtoyés, c'est toujours ça, finalement, la difficulté, la plus grande des difficultés, c'est finalement s'entendre les uns les autres, quoi. Ouais, s'entendre sur le long terme. Ouais. Parce que parfois, il y a des belles synergies, mais qui durent pas. Et dès qu'on veut pérenniser un projet, il y a aussi des questions juridiques, financières qui rentrent en jeu.
Et tout le monde n'a pas le même rapport à son argent, à faire appel à de l'argent public ou pas. Enfin, voilà, il y a plein d'opinions, des convergences politiques qui sont là ou pas là. Ok. Donc voilà. Et parmi tous les lieux que tu as visités, lequel tu as trouvé le plus serein, le plus harmonieux, on va dire? Alors je saurais pas en citer un en particulier, mais un système qui a l'air de fonctionner, j'ai l'impression, en tout cas dans le monde dans lequel on vit en 2024, c'est un modèle où il y a une activité lucrative commerciale qui permet de porter des sujets alternatifs. Okay. Donc il y a un petit pied dans le capitalisme en fait, sous forme de restauration ou d'hôtellerie, de location d'espace par exemple. Okay. Et ce modèle-là permet, au lieu d'être indépendant, d'avoir son propre modèle économique et du coup de financer des activités qui sont peu ou pas lucratives, ou qui ont carrément vocation à ne pas être lucratives. Et du coup, des ateliers partagés, des espaces un lieu de vie type tiers-lieu qui peut accueillir des familles, qui peut accueillir des ateliers, qui peut faire de l'accueil aussi pour des personnes vulnérables, faire un festival. Qu'est-ce que tu appelles personne vulnérable? Après, il y a une définition officielle que je ne connais pas. Mais public vulnérable, c'est des personnes qui sont sans logement, par exemple. Ça peut être une mère de famille qui est en difficulté parce qu'elle veut se séparer de son conjoint et que du coup, elle a théoriquement un logement, mais elle ne veut plus y habiter. Donc voilà, ce genre d'accueil d'urgence, plus ou moins. Si tu devais faire, pas une liste, mais un petit listing, ouais, j'ai envie de mettre une liste, ouais. de tes grands apprentissages de ces 6 derniers mois. Genre les 2-3 grands vraiment trucs qui t'ont marqué, que tu as retenu. Déjà, j'avais un petit axe avant de partir, c'était que un des grands sujets que je connaissais peu et que je voulais tracer, c'était le sujet de la gouvernance dans des collectifs associatifs ou alternatifs ou qui se veulent en dehors de la hiérarchie patronale, etc. Ouais. Donc j'avais très peu lu sur le sujet avant. D'une part parce que j'apprends très mal en lisant, je retiens beaucoup mieux en interagissant, en voyant en vrai. Voilà, donc je voulais pas aussi trop me spoiler entre guillemets, ou me biaiser. Et donc j'ai découvert des modèles de gouvernance partagée, d'autres qui utilisent des méthodes de sociocratie, des méthodes de holacratie. Holacratie? Ouais. C'est quoi? H-O-L-A. C'est un modèle de sociocratie. Il y a aussi un modèle qui m'a vachement intéressée et je n'ai plus c'est les organisations opales qui sont en opposition aux organisations dites orange, qui sont les organisations très hiérarchiques où il y a une pyramide avec des N+1 et des N-1. Ok. Une organisation verte qui serait le stéréotype de l'organisation associative qui existe beaucoup aujourd'hui, du très horizontal et où tout le monde donne son avis sur tous les sujets, et où tout le monde doit être unanime pour prendre des décisions, etc. Et donc, je ne sais pas citer l'auteur de ce truc-là, malheureusement, mais il y a un livre qui s'appelle Reinventing Organizations, qui parle de cette organisation opale et qui est un modèle donc sociocratique où
on est plus sur la recherche d'efficacité, c'est-à-dire qu'il y a des cercles, des commissions, ou voilà, des gens, des sachants sur des sujets qui prennent des décisions opérationnelles sur ce qu'ils savent faire. Et voilà, il y a une découpe de la prise de décision qui est plutôt optimale et qui permet d'avoir aussi une vision démocratique des choses avec très peu de descendants. Voilà, c'est horizontal mais sans être toujours à chercher l'unanimité absolue. Ok, voilà. Et donc ces modèles-là, moi, ça m'intéresse. Et ça m'a beaucoup plu de voir que il est possible de fonctionner, y compris en entreprise, y compris dans un monde capitaliste actuel, avec des organisations de travail qui permettent, qui sont plutôt saines, quoi, et qui permettent à tout le monde d'interagir et de se rendre utile. Voilà, je suis très essoufflée de parler en marchant. Hein, non, mais dans le podcast, je vais mettre balade entre amis ou quelque chose comme ça. On n'a pas besoin d'être parfait. De toute façon, l'humain, par définition, est faillible. Hein. C'est vrai. C'est vrai, ça va. En fait, je fais des trucs en mode pas trop prise de tête, tu vois. Genre, je donne les informations et c'est sûr que faut tendre un peu l'oreille pour les avoir. Mais en attendant, si les gens sont vraiment intéressés, ils y resteront, tu vois. Ouais. Non, puis ça met une ambiance, hein, il y a le bruit. Bah ouais, c'est ça. On est dans la forêt, la petite clochette. Les chiens qui sont contents. Roulent dans je ne sais quoi. Ça, un petit cadavre. De l'humus forestier. Ouais. Non, mais en tout cas, d'apprentissage, c'est dur à dire. Ouais, t'as pas encore digéré l'apprentissage. Non, j'ai du mal, j'ai pas encore tout digéré, tout décanté, mais je te dis, ce truc-là, je pense que c'est une des grandes choses que j'emmène avec moi, où je me dis, ok. Les rapports sociaux, finalement. Les rapports humains. Sain, avec un cadre sans être contraignant, restrictif. Ok. Voilà, ça existe. Il y a des manières de faire société qui ont l'air de marcher. Et voilà, c'est juste rassurant d'un point de vue personnel. Et puis ça m'inspire pour le futur projet que j'ai envie de lancer, qui n'est pas du tout encore dessiné et qui... C'est un fœtus. Voilà, qui s'inspirera de ça, j'espère, en tout cas. À mon avis, oui. Dans tous les voilà. cas. Mais après, non, j'ai l'impression, je sais pas dire qu'est-ce que j'ai appris exactement. Est-ce que tu saurais dire l'émotion que ça t'a apporté? Quelle est l'émotion qui t'a le plus porté durant ces visites? En fait, je saurais pas dire précisément, mais il y a un truc, un effet que ça a eu sur moi en tout cas, c'est que d'une certaine manière, tout ce que j'ai découvert et appris, ça m'a rassurée. Je sais pas comment dire, mais ça m'a donné un peu plus foi en l'être humain. Ok, de l'espoir. Ouais. Ok. C'est ça qui m'a surtout marqué. Et j'avais l'intuition que ça existait, et j'avais envie de le vérifier. Et en découvrant la France, et en découvrant aussi plein de paysages que je connaissais pas. Mais voilà, de l'espoir et un truc de... Je sais pas, je me suis sentie dans un... Enfin, je trouve qu'après, il y a une vision aussi très parisienne, je pense que j'avais malheureusement, parce que Paris, c'est un peu un épicentre de... Il se passe plein de trucs, mais en même temps, tu restes dans ton monde. Tu restes entre quatre murs un peu, et le sentiment d'être en proximité avec n'importe quel Français que j'ai croisé n'importe où, même d'ailleurs pas français parce que je parle anglais, juste cette capacité à connecter avec des humains, déjà ça m'a rassurée sur mes propres capacités à moi, et sur le simple fait que, en fait, j'ai l'impression que tout est possible dans le sens où, quand on se connecte un peu aux gens, qu'on voyage un petit peu entre guillemets, parce que j'ai du mal à parler de voyage pour ce que j'ai fait, parce que je suis restée en France, donc déjà les gens ont du mal à... il y a beaucoup de gens qui me disent, et après du coup tu iras en Europe, et je dis, bah non, pourquoi? Il y a déjà plein de choses magnifiques à voir en France. Moi c'est chez moi la France, j'ai
pas d'envie particulière de voyager loin. Voilà, et du coup, de me rendre compte que tous les territoires de France, en fait, sont très connectés, je sais pas comment dire, mais c'est facile d'aller d'un département à l'autre, d'aller discuter avec des gens dans un café. C'est cette accessibilité-là des gens, je sais pas, ça m'a donné un sentiment aussi D'appartenance. ouais, d'appartenance et de me dire, ok, on est un groupe d'humains, que bon, voilà, si on s'écoutait un peu plus, peut-être que ça irait mieux. Et, Bah, il y a l'écoute de soi avant de pouvoir écouter les et autres. ouais, mais en fait, c'était très... Les deux sont très liés, je trouve. Mm. Et moi, en tout cas, ça s'est passé sur les deux plans, quoi. Me rassurer mon estime de moi et en même temps mon estime des autres, en fait. Leur faire plus confiance aussi et me dire que voilà, il y a des gens bien intentionnés partout et qui demandent aussi que à être découverts. Donc voilà, ça donne de l'espoir. Ouais, je comprends. Puis, enfin, moi, ce que j'ai constaté de mon côté, j'ai fait beaucoup de lieux avec ce qu'on appelle des punks. Ouais. Et en fait, tout le monde est bien intentionné. C'est juste qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout appris à prendre soin d'eux et donc à prendre soin des autres. Ouais. Et en fait, genre les gens les plus bourrachos et les plus précaires en termes de santé mentale, ça reste des gens qui sont pleins d'amour mais qui savent pas du tout comment l'exprimer en fait. Ouais. Et même moi, dans ce sens-là, des fois je me dis ah, il y a vraiment beaucoup d'espoir à avoir où même la personne la plus malheureuse dans son mal-être, si on lui donne un tout petit peu d'amour et de bonheur, pouf, ça devient quelqu'un qui est dans la joie et dans l'envie de partager parce qu'on est une espèce sociale en fait. Ouais. Bah, ça demande un peu d'ouverture, quoi, d'ouverture d'esprit. Mais des gens qui sont preneurs d'écouter les retours d'expérience des autres, qui s'enrichissent de ça. En vrai, c'est une vraie compétence que tout le monde n'a pas. Ah bah chacun a ses compétences. C'est ça aussi, genre, on voudrait que tous les êtres humains fassent la même chose dans notre système. Mais c'est pas le cas, on a tous des compétences très spécifiques, avec des capacités propres à tout à chacun. Du coup, bah en fait, c'est ça qui fait que c'est merveilleux, c'est ça qui fait qu'il y a plein de projets qui sont possibles, c'est parce qu'on a tous nos capacités spécifiques et que quand on se regroupe, on se complète. Ouais, moi je partage ça, ce truc de la synergie, quoi, de me dire il y a des gens qui sont bons pour faire des choses enfin par exemple moi je me dis aussi que j'ai pas besoin d'être forte en tout pour mener à bien le projet que j'ai envie de mener. Savoir s'entourer et créer un endroit d'accueil pour que les gens aient envie aussi de donner de leur énergie dans un truc auquel ils croient et voilà. Bah ça c'est aussi une compétence. Savoir s'entourer, c'est aussi avoir la conscience, quoi, la clarté d'esprit sur ce qu'on est capable de faire, là où on est bon, là où on est mauvais. Il y a des gens qui sont des très bons moteurs, mais qui ont pas forcément toutes les compétences techniques et spécifiques de l'après, quoi, mais qui sont bons à lancer des initiatives, à lancer des choses. Bon bah voilà, il faut aussi savoir identifier dans quoi on est bon, et voilà, c'est pour ça que ce voyage-là, c'était aussi un voyage introspectif, quoi. Bah ouais, sortir de sa zone de confort, c'est ce qui permet de savoir qu'est-ce qu'on est vraiment. Ouais, et puis me mettre dans des situations très différentes pour voir est-ce que là je me sens bien ou est-ce que ça me pique, est-ce que ça me convient, est-ce que je me vois faire ce métier, entre guillemets, enfin avoir ce rôle-là dans mon prochain projet. Bah, du coup, à chaque fois, ça me demandait des efforts intellectuels, de projection, quoi. De dire, ouais, est-ce que je me sens les épaules de faire ça? Est-ce que je me sens assez compétente pour faire ça? Du coup, aussi, identifier les endroits où j'ai peut-être besoin de me former, si j'ai envie de le faire, en tout cas. Ouais. Bon, voilà, écoute, et puis après, bah, quand j'aurai un peu plus réfléchi au sujet, on pourra en reparler si tu veux. Mais... Avec grand plaisir, ouais, je comprends. Ouais, du coup, cet hiver, je vais prendre le temps de décanter et tout ça pour documenter un peu plus, justement.
Ouais, puis Et pour puis, je peux assimiler le- tout ce que tu as vu, tout ce que tu as Ouais, mais déjà pour intégré là. moi, Ouais, bah ouais. mais aussi parce que ça me ferait plaisir de le transmettre, Je comprends. si ça peut être utile à d'autres. Donc, Ouais, c'est ça. il faut que je réussisse à formaliser. Peut-être que ce sera sous forme fictionnée, parce que ce sera plus facile peut-être pour moi de m'exprimer sur ce mode-là. Ouais, je vois. Mais on verra cet hiver.